Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le gouvernement CNDD-FDD n'acceptera jamais de négocier sans y être contraint et il n'y aura pas de stabilité au Burundi aussi longtemps que les forces vives de la nation resteront divisées. Ce sont là les réactions des politiques et citoyens burundais par rapport à la question de savoir si les négociations sont encore possibles pour permettre à tous les Burundais en exil de rentrer au pays. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter le calvaire des fonctionnaires de la mairie de Bujumbura qui craignent à la longue de perdre leurs emplois si rien n'est fait pour remédier à la problématique du carburant qui perdure. Et comme tous les samedis, la deuxième partie du journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, le parti CNDD-FDD ne pourra pas accepter de négocier avec ses opposants politiques pour arriver à une paix durable aussi longtemps qu'il n'y a pas de force pour l'y contraindre. Propos de Frédéric Wamboulinyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Cet homme politique a réagi ce vendredi au cours de l'émission Ijamboni Gwawe de la radio publique africaine. Suivez. Un régime dictatorial ne peut en aucun cas accepter de négocier avec ses opposants quand il n'a pas de force pour le contraindre. Cette force n'existe pas au Burundi. Pour dire qu'il n'y aura pas de négociation, je fais une comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, de ce qui s'est passé dans les années 1997 et 1998. À cette époque, il y avait une opposition politique très forte sur le FODEBU. Aujourd'hui, cette force n'existe pas au pays. Nous qui sommes à l'extérieur du pays, on ne constitue pas une opposition forte parce qu'on n'empêche pas au sein de FDD de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de mouvement armé à l'intérieur du pays qui peuvent déstabiliser les institutions illégitimes. En plus, il y a des pays de la sous-région qui soutiennent ce régime, par exemple la Tanzanie. On ne peut pas demander à ces pays de la sous-région de convaincre le pouvoir en place à accepter les négociations. Dernièrement, vous avez entendu parler d'une force de l'EAC qui sera déployée en RDC pour forcer les mouvements rebelles à négocier avec le gouvernement. Où est cette force? Je vous le dis qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de combattants à l'intérieur du Burundi pour combattre le régime en place, il n'y aura pas de négociation. L'autre invité de cette émission, c'est Bob Rugulika, journaliste et directeur de la radio publique africaine. Il a lui aussi affirmé qu'il doit y avoir une force pour contraindre le parti CNDD-FDD à accepter de s'asseoir avec ses opposants sur une même table de négociation. Pour lui, cette force ne doit pas être nécessairement une force armée, car pour lui, la révolte populaire pourrait faire l'affaire. Et Bob Rugulika d'interpeller la communauté internationale à suivre de près ce qui se passe au pays, vu que le CNDD-FDD semble s'être déjà préparé à commettre des massacres. Suivez. ahantu honyine CNDD-FDD ishobora kudemera ibiganiro ni umunsi izobona ko hari izindi nguvu zibaremera. Le CNDD-FDD acceptera de négocier lorsqu'il y aura une force pour imposer. Cette force n'est pas nécessairement une force armée. Elle pourra être une révolte populaire. Le jour où la population dira trop c'est trop, y compris les membres du parti CNDD-FDD, il y aura des changements. Le jour où ils décideront de se débarrasser du régime qui tue et qui appauvrit, vous verrez des changements parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de cette misère qui persiste. Leurs enfants ne boivent plus de thé ni de la bouillie par manque de sucre. Regarde ces moments qui marchent chaque matin pour se rendre au travail. Même ceux qui ont peu de moyens ne peuvent pas trouver où s'approvisionner en carburant. Bagira bati trop c'est trop. Oya ubu rero bindi bihagarara. Icyo gihe ijya ntwara ndayishimiye. Tout cela pourra conduire la population, y compris les membres du parti au pouvoir, à la révolte. Dans ce cas, le régime CNDD-FDD sera obligé d'accepter les négociations.
Cependant, je crains que cette poignée de gens qui décident, à savoir Munyoni, Évariste, Prime, Dakugarika et autres, n'accepteront pas de négocier. Ils vont d'abord s'entretuer avant d'embraser tout le pays, parce qu'ils ne vont pas céder au pouvoir. Vous vous souvenez comment les fondeurs du CNDD-FDD ont failli être tués en 2015? Ils ont pris le chemin d'exil. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale et à tous les Burundais d'être vigilants et d'arrêter avant qu'il ne soit tard le plan génocidaire du CNDD-FDD en cours de préparation. Quant au professeur Libera Nibashira Kandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire, il pense que même si le régime CNDD-FDD acceptait de négocier, il n'y aura pas de stabilité au Burundi aussi longtemps que les forces vives de la nation resteront toujours divisées. Suivi. Avant de focaliser notre attention sur le CNDD-FDD en ce qui concerne le dialogue, essayons d'abord d'analyser la situation de notre camp. Est-ce que la société civile, les politiciens, toutes les forces vives de la nation, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays, elles sont bien préparées si du moins le CNDD-FDD accepte de négocier? Je n'ai pas besoin de réponse ici, mais je pense que les concernés ont bien saisi le message. Je vais tout simplement qu'on fait un examen de conscience pour voir si nous jouons réellement notre rôle. Le président du Conseil de sécurité des Nations Unies a écrit au secrétaire général de l'ONU le 4 décembre 2020 pour lui demander de s'entretenir avec l'Union européenne, l'Union africaine, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et l'EAC pour trouver une solution à la crise burundaise en s'appuyant sur les accords d'Arusha. Et si vous comprenez que la communauté internationale a besoin que le Burundi retrouve la paix et que les réfugiés rentrent au pays, je reste convaincu qu'il y aura tôt ou tard les négociations entre les Burundis. Pourquoi ça? Parce que la population burundaise a bien manifesté sa solidarité. Elle manque tout simplement du leadership. Je peux donner un exemple pour les témoins. Vous avez vu le jour de sa libération, la liesse populaire de la prison de Muramvya jusqu'à Bujumbura, Hutu et Tutsi confondus. Cela est un message clair qui montre que la population est en avance par rapport aux hommes politiques et à ceux de la société civile. Elle manque tout simplement de leaders. Je lance un appel vibrant aux hommes politiques, à la société civile, aux journalistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, du moins toutes les forces vives de la nation d'être solidaires et de surmonter tout ce qui les divise afin de se préparer aux négociations qui doivent avoir lieu coûte que coûte, vu que tous les secteurs de la vie du pays sont complètement délabrés. Je ne vois pas comment le CNDD-FDD qui vient de passer 17 ans au pouvoir avec un bilan économique très catastrophique pourra refuser de négocier. Les négociations auront bel et bien lieu suivant les accords d'Arusha parce que l'accord d'Arusha était une vision de refondation complète de la nation burundaise. Politique toujours, les propos du secrétaire général du parti CNDD-FDD Révérien Dikouliyo, selon lesquels les membres du CNDD-FDD doivent tuer quiconque soupçonné de vouloir perturber la sécurité nationale, sont punis par le code pénal burundais. Réaction de maître Dieudonné Bachila Ishidze, qui trouve étrange que la non-assistance à une personne en danger soit punissable alors que celui qui appelle publiquement au meurtre n'est pas inquiété. Suivez maître Dieudonné Bachila Ishidze. Le Burundi est régi par une constitution qui met à l'honneur la défense des droits de l'homme. Depuis 2009, la peine de mort a été abolie, tout comme les traitements inhumains et dégradants. Mais fort curieusement, depuis un certain temps, l'actuel président du parti au pouvoir, ancien président du Sénat, revendique et appelle publiquement et incite à commettre des crimes lorsqu'il dit que une personne qui peut être en danger pour la sécurité est supprimée et que c'est du bien pour la société. Il incite d'une certaine manière son parti politique, ses membres, à commettre des meurtres contre des personnes qu'ils estimeraient ne pas être de leur obédience. Ce qui est en danger pour la démocratie, ce qui est en danger pour les droits de l'homme. L'article 38 du Code pénal burundais considère que le fait d'inciter et d'appeler publiquement à commettre des crimes constitue l'un des éléments de la complicité. Si après avoir appelé à commettre un crime, une personne est tuée ou est disparue, en principe la personne qui a incité
à la commission de ce crime est ipso facto considéré comme complice de cette infraction. Dans le cas du Burundi, ce président du parti au pouvoir tend à considérer toute personne ayant une opinion divergente comme un élément gênant à éliminer. De cette manière, il vise une catégorie de la population au point que on peut considérer que c'est une incitation à la commission des crimes contre l'humanité. Maître Dieudonné Bachila Richide souligne qu'en pareil cas, le Parlement devrait lui retirer l'immunité pour permettre à la justice de le poursuivre. Encore une fois, Maître Dieudonné Bachila Richide. Si on était véritablement dans un état de droit, après avoir prononcé ces propos, la première urgence était de lever l'immunité de cette personne qui est considérée comme un élu de la population. Et après avoir levé cette immunité, le procureur général devrait se saisir de ce dossier et entamer des enquêtes pour que la loi puisse sévir contre ce genre d'infraction qui risque de mettre le pays à feu et à sang. C'est regrettable que de tels discours soient assumés publiquement parce que ça tend à confirmer que le pays est gouverné par la terreur et que le crime est déjà érigé en mode de gouvernance. On se demande de l'avenir de cette nation qui ne considère plus les valeurs comme des valeurs et qui érige en mode de gouvernance des antivaleurs où tout simplement des crimes sont considérés maintenant comme légalisés. Dans un pays où on réprime la non-assistance à une personne en danger, c'est curieux qu'une personne qui incite au meurtre, qui incite aux disparitions forcées des opposants, continue à jouir d'une liberté alors que personne n'est censé être supérieur à la loi. Parlons à présent au gouvernance où la population de la province de Rumongue lance un appel vibrant au chef de l'État pour qu'il surveille de près les malversations et détournements de fonds opérés par le gouverneur de cette province ainsi que l'administrateur de la commune de Rumongue, une situation qui fait regresser l'économie de la dite province. Le point avec Eloge Divin Remish. Certains habitants de la commune Rumongue s'insurgent contre la mauvaise gouvernance observée tant au niveau provincial que communal. Ces habitants révèlent qu'ils sont frustrés par le détournement de fonds et le favoritisme entretenu par ces administratifs au vu et au su de tout le monde sans être inquiétés alors que cela a même été porté à la connaissance du numéro 1 burundais. Il y a beaucoup d'abus et exactions qui se commettent davantage en commune et province de Rumongue entretenus par le gouverneur, consolateur Nitunga et l'administrateur Jérémy Bizimana. Cela date de longtemps et se répète toujours. Même le chef de l'État les a mis en garde, quoique le conseiller du gouverneur en a été victime et a fini par être destitué, alors que le gouverneur et l'administrateur étaient ses complices. Le cas le plus illustratif donné par ses habitants est celui d'un agent de la commune Rumongue nommé Étienne Habonimana qui participe dans différentes magouilles dont la fraude du carburant sous prétexte qu'il est protégé par l'administrateur communal. Les marines ont intercepté un voleur de renom prénommé Étienne, qui est un employé de la commune. Il est cité dans beaucoup de forfaits. Mardi dernier, il a été attrapé avec 3 bidons de 30 à 35 litres de carburant chacun, volés à la société Sogea Satom, qui réhabilite la route Bujumbura-Rumongue. Étienne a été remis à l'OPJ de Minago, mais il a été relâché sur ordre de l'administrateur. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre ni le gouverneur de la province de Rumongue, ni l'administrateur de la commune de Rumongue pour de plus amples éclaircissements. Eloge Divin Remish, à gouvernance toujours, plus de 50 millions de dollars américains ont été encaissés par l'État burundi en provenance des cultures d'exportation, dont le café et le thé. Cela a été annoncé mercredi dernier par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions au cours de la présentation des réalisations du dit ministère pendant l'exercice 2020-2021. Le ministre Deogui Delulema a ajouté qu'il y a eu aussi une amélioration pour la culture du coton dont la production a augmenté de plus de 200 tonnes. Suivez plutôt le ministre Deogui Delulema ayant l'agriculture dans ses attributions. Kubiterwa njabukamazi muri uyu mwaka hariho amatoni
angana. Pour les cultures d'exportation cette année, on a eu 6368 tonnes de café qui ont été vendues à l'étranger. Cela nous a permis d'avoir 26 633 270 dollars américains qui sont déjà rentrés dans les caisses de l'État. Amerika tumaze kwakira mu kigega cy'igihugu. Ku cayi twashoboye kuronka icayi cumye kijya gishoka hanze toni 11,286 kikaba caguze. Pour le thé, on a pu exporter 11 686 tonnes vendues à 24 792 144 dollars américains. En ce qui concerne le coton, il y a eu aussi une petite amélioration car nous avons eu 1010 tonnes alors que l'année dernière, la production était autour de 800 tonnes. Elles ont une valeur d'1 milliard 601 235 700 francs burundais. Tunimwe ibihumbi amajana 235 n'amafaranga amajana 7 y'amarundi. Urabona ko biriko biraza. Le ministre Lulema a également affirmé qu'il y a eu une surproduction pour les cultures vivrières, malgré le manque d'engrais chimiques de l'usine FOMI. Encore une fois, le ministre Deogide Lulema. Ibigori, imiceri n'ibiharage twaregeranije amatoni 20,200 n'amajana 735. Aha ni bimwe twita. Pour le maïs, le riz ainsi que le haricot, nous avons collecté 20 735 tonnes de surplus. C'est-à-dire que la population a mangé à sa satisfaction et nous lui avons acheté le surplus parce que souvent la population dit que ça lui cause des problèmes. Les citoyens ont déjà vu l'importance de ce que nous leur enseignons. Même si l'alimentation ne manque pas, nous avons encore à manger. Et la population parvient même à avoir le surplus. Vous savez aussi que la population a répondu à l'appel lancé par le président de la République et cultive beaucoup, y compris les fonctionnaires. Vous comprenez donc que la FOMI a été dépassée par les effectifs. Nous encourageons d'autres hommes d'affaires qui sont en train d'implanter des usines. Même la FOMI a pris le devant pour étendre l'usine déjà en place. À Rutana également, il y a une autre usine en cours de construction. Tout ça, c'est dans le but de diminuer les crognes des citoyens dû au manque ou retard dans la distribution des engrais chimiques. Nous allons rester sur le même rythme afin de maintenir le niveau de production dans le pays. Compte tenu des conditions dans lesquelles nous avons travaillé et même si nous avons connu un problème de manque de fertilisants, nous voyons que le ministère pourrait avoir une note de 95,69%. Tukaba ubushikiranganji tubona ko bukwiye amanota 95 n'ibice 39% turavye umurindi turiko. En page société, la vie devient de plus en plus difficile pour les Burundais de différents coins du pays. Certains fonctionnaires qui se sont entretenus avec la RPA craignent d'être renvoyés car ils ne cessent d'être sanctionnés par des demandes d'explications et des mises à pied pour les retards répétitifs. Une situation dont ils ne voient pas l'issue vu qu'ils travaillent loin de chez eux et qu'il manque de bus de transport, faute de carburant. Suivez le témoignage d'un des habitants de Bujumbura qui craint que la situation ne s'empire avec la prochaine rentrée scolaire. Comme habitant de la mairie de Bujumbura, quitter chez moi en commune de Muha et se rendre au travail en commune de Mukaza, c'est très compliqué. Je me réveille à 6 heures pour aller prendre le bus, mais sans succès. Pour pouvoir aller au travail, on fait donc des covoiturages dans des taxis et chacun paye 2000 ou 3000 francs burundais pour arriver au centre-ville. Ceux qui travaillent au nord en commune de Nahangwa, vous comprenez que les dépenses augmentent encore plus. Pendant la nuit, les coûts de transport augmentent aussi et ça devient de plus en plus difficile. Au fait, nous payons ces taxis pour ne pas se créer des problèmes avec l'employeur suite aux retards enregistrés. Cette situation est si compliquée pour nous alors que déjà nos enfants sont en vacances. Nous ne voyons pas où on va trouver les moyens pour assurer leur déplacement s'ils retournent à l'école avant que cette problématique soit résolue.
À propos de cette hausse incessante des prix de transport par taxi-voiture, certains conducteurs ont confirmé ces faits et font savoir qu'ils y sont obligés pour pouvoir joindre les deux bouts du mois, puisqu'ils peuvent passer plus de 2 semaines sans travailler. Le reportage est signé Emmanuel Niungeku. Un des conducteurs de taxi-voiture qui s'est entretenu avec la RPA ne nie pas le fait que les prix de transport ne cessent d'être revus à la hausse. Ici, il nous parle d'abord des tarifs qui se sont fixés depuis que le carburant est devenu très rare. Ces derniers concernent le nord de la capitale. Les prix de transport sont devenus un casse-tête. En principe, du centre-ville quartier 7 de la zone Ngagara, le prix était de 6 à 7 000 francs. Pour le moment, le prix pour se rendre en Ngagara est fixé à 10 000 francs burundais. Des fois, on exige même 15 000. Du centre-ville à Gihosha, le prix est de 10 000 pendant la journée, mais la nuit, on demande une somme de 15 ou 20 000 francs. Pour aller à Tcharama, la situation en est autre, car on exige 25 ou 30 000 francs. Malgré les grognes de la population, les gens du Nord sont considérés comme les plus chanceux. Au Nord comme au Centre, la situation est pire. À Kanyosha, le prix est compris entre 15 et 20 000 francs. Au-delà de Kanyosha vers Nyabugete, c'est autour de 30 000, ainsi qu'à Rudziba. De Jabé ou de Nyakabiga, au centre-ville, c'est 7 000. Et de Rohero, comme par exemple sur l'avenue de l'université, au centre-ville, le prix est de 5 000 francs burundais. Pourtant, même si les habitants de la capitale économique pointent du doigt ces conducteurs qui les accusent de profiter de la situation pour s'enrichir, ces derniers jurent qu'ils n'en peuvent plus eux aussi. Notre source fait savoir qu'ils ont de plus en plus du mal à travailler, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, d'où ils optent à hausser les prix pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le prix de l'essence a beaucoup augmenté. Certains sont obligés de l'acheter au marché noir où un litre coûte 5 500 sur les frontières. Alors, s'il l'achète à un tel prix, il doit tout faire pour avoir la ration de sa famille. Nous sommes beaucoup malheureux du moment où il y a des véhicules qui sont à la chaîne sur la station Delta depuis lundi dernier sans savoir quand ils seront servis. Pour le moment, que ce soit les passagers ou les propriétaires de ces taxis-voitures, ils demandent tous au gouvernement de tout faire pour que le carburant soit à nouveau disponible afin qu'ils puissent continuer à vaquer à leurs occupations. Comme promis, place maintenant au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui qui se focalise sur l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Au cœur de la société vous est présenté par Bella Mugisha. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Tout justiciable a désormais le droit de recourir au Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que le jugement rendu par la Cour suprême n'est pas correct. Cela est une avancée dans le secteur judiciaire, selon Gitega. Par contre, certains hommes de droit contactés dans ce mini-magazine au cœur de la société du 6 août 2022 déplorent un renforcement de la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. À la présentation, Bella Mugisha, bienvenue. Le 23 janvier 2021, le président Évariste Ndayishimiye a signé un décret régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, outre son rôle d'attente de veiller à la bonne administration de la justice et de garant de l'indépendance des magistrats, du siège dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil s'est vu confier un pouvoir judiciaire. Un pouvoir qu'il a exercé dans ses sessions du 29 juillet et 30 juillet tenues à Gitega, la capitale politique du Burundi. Le Conseil a analysé 300 plaintes liées au procès et a jugé ceux qui ne sont pas fondés et d'autres qui méritent une révision. Le président de la République a indiqué qu'une loi régissant la procédure de la mise en application des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature est nécessaire. Nous avons reçu des dossiers des gens qui portent plainte dans le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons à notre disposition autour de 300 dossiers. Mais la tâche consiste à analyser pourquoi nous recevons beaucoup de plaintes. Nous analysons des jugements qui sont déjà clôturés. Et le constat est qu'il y a des jugements qui n'ont pas respecté la loi et qui devront être revus. Si à base de ces jugements,
Conseil dit qu'il faut impérativement une loi qui nous autorise à donner recours à ces jugements. Nous nous sommes donné comme mission de mettre en place cette loi. Cette dernière permettra la mise en exécution des nouveaux jugements concernant ces dossiers. L'article 3, alinéa 8 de la loi organique portant mission, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature précise que ce dernier a pour mission de contrôler la qualité des jugements, arrêts et autres décisions judiciaires dénoncées ou portées à la connaissance du Conseil, ainsi que leurs mesures d'exécution. Une disposition contraire à la Constitution selon Maître Gustave Nyonzima. Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas de rendre les décisions judiciaires, c'est-à-dire les jugements et arrêts sera et de l'apanage, de la prérogative et de la compétence des cours et tribunaux, conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, lequel article exige que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le président de la République, conformément à l'article 93 de la Constitution, représente le pouvoir exécutif, c'est lui le patron. Et au niveau de l'article 96 de la Constitution, le président de la République est interpellé à ce qu'il y ait la bonne administration de la justice, le bon fonctionnement de la justice, mais cela ne veut pas dire qu'il se substitue au rôle dévolu aux cours et tribunaux. Donc, le fait que le Conseil supérieur de la magistrature s'est focalisé à réviser quelques décisions judiciaires, cela est une violation flagrante de la Constitution. Normalement, toutes les décisions judiciaires revues ou retouchées devaient être annulées conformément à la loi. Ce qui est aussi déplorable, c'est le fait que le Conseil supérieur même de la magistrature est coiffé au sommet par deux dignitaires clés du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le ministre de la Justice. Si on devait respecter le principe de la séparation des pouvoirs prôné par Montesquieu et prôné aussi par la Constitution en son article 214 alinéa 1er, le Conseil supérieur de la magistrature devait être coiffé au sommet par le président de la Cour suprême qui est le patron du pouvoir judiciaire, et tous les membres du dit Conseil devaient être élus par leur pairs, c'est-à-dire des juges et magistrats. Pour le juriste Vital Shimirimana, ancien président du syndicat des magistrats, les réformes du président Évariste Ndayishimiye au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne viennent qu'enfoncer un organe qui n'était pas crédible. Depuis l'an 2000, il y a eu un débat autour du Conseil supérieur de la magistrature qui était vu comme un élément essentiel d'une réforme du secteur de la justice. Il a fallu attendre 2013 pour que le débat soit orienté dans le sens de donner des propositions concrètes quant à l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, sa composition et son fonctionnement. Malheureusement, la proposition qui a été retenue, c'est de maintenir le président de la République et le ministre de la Justice comme membres influents du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été proposé que d'autres membres comme bâtonniers des barreaux soient également inclus dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais cela ne suffit pas. Et puis, concernant le fait qu'aujourd'hui, la majorité des Burundais perçoivent le Conseil supérieur de la magistrature comme une juridiction à part entière, ça c'est une conséquence de la confusion semée par le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye qui a voulu montrer que le Conseil supérieur de la magistrature est là pour concurrencer ou pour redresser le tort des juridictions burundaises. L'indépendance du pouvoir judiciaire est la seule condition pour remettre la justice burundaise sur le bon chemin, selon toujours Vital Shimirimana. Nous considérons que la polémique autour du Conseil supérieur de la magistrature est un piège dans lequel est tombé beaucoup de partenaires ou beaucoup de parties prenantes en matière de réforme du secteur de la justice, parce qu'il ne suffit pas de revoir la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour que la justice soit réellement indépendante. Ce qu'il faut, c'est d'accepter que les magistrats soient réellement indépendants, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bien outillés,
qui soient dotés de moyens suffisants pour accomplir leur mission et qu'il n'y ait pas d'interférence de la part d'autres instances, d'autres institutions, parce que aussi longtemps qu'il y aura des magistrats qui sont recrutés au sein du système du CNDD-FDD, que ces mêmes magistrats sont promus ou révoqués par l'exécutif, à ce moment, le Conseil supérieur de la magistrature ne va pas contribuer à l'essor de l'appareil judiciaire. Le chef de l'exécutif, Évariste Ndayishimiye, accuse la justice d'être corrompue. En revanche, l'opposition burundaise et la société civile indépendante accusent le judiciaire d'être une marionnette de l'exécutif. C'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Bella Mugisha. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce mini-magazine que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 6 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.